how do we address some of the issue we have. So years ago, I wrote a document on top-down versus bottom-up because part of the governance issue we have also relate to the model. Like if you want to play soccer, you must know the rule. If you don't know the rule, that's what happens when the referee stop you, then you start fighting. In this internet governance, there is something we call multi-stakeholder and bottom-up and rough consensus. So we are assuming that everybody in these rooms know what is MX, multi-stakeholder, okay, what is bottom-up, and what is rough consensus. But I'm sure that if we were to run a survey here, bottom-up mean different things to different people, and rough consensus. So even to define consensus is difficult. But now we are going to go through rough consensus, etc., etc. And this in the context of Africa, which by default is top-down. And we should know we are top-down in Africa. Okay, anyway, all of us at home, we are top-down. We are top-down. Okay, when we manage family, we are top-down. And in our countries, by default, we are top-down. We are educated in this top-down environment, but now we are here to discuss internet governance through what we call bottom-up. Maybe what I should do is to switch to French. The slides are in English because I think I want us to have conversation. Okay, so my slides are just to set a few points, then we go for discussion. So I would like people to come to the mic and express their views. So. Alors donc je vais parler un peu je vais mettre sur la table quelques éléments sur les éléments importants de la gouvernance de l'Internet, ce qu'on appelle la structure multipartie prenante et la gouvernance, bon, je ne sais pas comment on appelle bottom-up en français, mais bon, du bas vers le haut, et la notion de consensus. Nous sommes censés prendre des décisions par consensus et nous allons essayer de voir parce que si nous n'adhérons pas aux règles de jeu, ce sera difficile. Parfois, les gens sont, en fait, ils viennent avec de belles intentions, mais parfois, ne pas connaître les règles du jeu, ça les transforme en des mauvais joueurs, en des mauvais perdants. Alors, donc, si nous regardons le modèle qu'on appelle top-down, que je viens de dire, auquel nous sommes tous habitués, donc c'est un modèle qui est basé sur une hiérarchie où le haut décide, donne des ordres. C'est ça. Voilà. Ce modèle marche bien dans les entreprises, marche bien dans les entreprises et marche aussi très bien dans les endroits où les gens qui sont en haut ont une certaine expertise que le bas n'a pas. Okay. Et aussi, ça marche dans les environnements où si on laisse les gens en bas, qui sont généralement disons, je dirais dans les sociétés, les employés, faire des erreurs, le coût de ces erreurs est très élevé. Donc, on leur donne des instructions, voici ce que vous devez faire, voici la procédure, etc. Donc, c'est du haut, comme ça. Alors, ce système, puisqu'il est basé sur des instructions, il peut être vraiment prévisible, mais aussi parfois peut être dépassé, parce que parfois, l'ordre venant du haut vers le bas, ça ne permet pas aux couches intermédiaires de contribuer. L'autre modèle que nous appelons le modèle bottom-up, c'est le modèle où les informations, les idées sont discutées du bas vers disons, que nous appelons la communauté et remonte. Donc, la décision, elle est prise dans les couches inférieures et ça remonte au niveau de la couche supérieure. Alors, donc, ce modèle que nous appliquons dans la gouvernance de l'Internet, ça marche bien, OK, dans les industries qui sont relativement nouvelles où
les règles ne sont pas encore connues, où on est en pleine innovation. Ça marche aussi bien dans les endroits, dans les situations où, et ce qui est normal, que la couche inférieure, la communauté, a un certain nombre d'expertises que les leaders n'ont pas. Et aussi dans les contextes où, des erreurs au niveau des couches inférieures, bon, ça ne coûte pas grand-chose, soit on a les moyens de se rattraper. Alors, donc, ce modèle de bottom-up, peut, et c'est ça qui est bien, peut être réajusté, et c'est l'exercice que je veux qu'on fasse, pour voir quel bottom-up il nous faut pour l'Afrique. Donc, ce modèle peut générer des alternatives que le modèle top-down ne peut pas, mais aussi ce modèle peut être chaotique, et c'est ce que nous voyons dans cette communauté. On parle à l'infini. Quand on prend une décision, on revient sur la décision, on parle, et on oublie l'essentiel. Voilà. Donc, vous voyez que chacun des modèles a ses avantages et ses inconvénients. Dans chacun de ces modèles, comment est-ce que nous prenons les décisions? Parce que c'est important. Quand on discute à la fin de la journée, il faut décider de ce que nous faisons. Tout à l'heure, on a eu un panel, on a discuté. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, il y a vraiment 3 modèles de décision, le système de commande, qui est souvent associé au modèle top-down. L'ordre vient en haut et il faut exécuter. Donc ça, c'est le système qui va avec le modèle top-down. OK? Donc, et comme je le montre là-bas, ça marche assez bien dans des environnements spécifiques. Mais comme je le vois, dans les institutions où, à plusieurs niveaux, quand l'institution devient assez grande, les gens qui sont en bas ne se sentent plus concernés parce que, imaginez, si une décision ou information vient du grand patron, traverse les couches, ça va perdre des paquets. Ça perd des paquets, etc. Donc, ce qui vient en bas n'est pas forcément ce qui vient du haut, etc., etc. Donc, en termes de décision. L'autre modèle, c'est le modèle consensus ou démocratique. Donc, ici, on a une question. Vraiment, est-ce que consensus, est-ce que la décision par consensus, ça veut dire décision démocratique? Est-ce que la décision prise par la majorité, qui, dans le modèle démocratique, par défaut, semble être la bonne, est-ce que, quand nous parlons de consensus, est-ce que c'est une décision prise à la majorité représente le consensus? Okay. Alors, tout au moins ici, on va permettre aux différentes parties de se faire entendre, Okay. Mais quand nous allons chercher le consensus, c'est là où les problèmes peuvent commencer. Ça va aller dans tous les sens. Chacun va tirer le drap de son côté et parfois, ce modèle de décision peut être difficile à contrôler et à maîtriser. Et ça peut être cacophonique. Voilà. Mais ça aussi a ses avantages. Le troisième modèle de décision, c'est le modèle consultatif. Donc, c'est une variante du modèle commande, mais l'autorité qui décide essaye d'écouter le peuple, les partis concernés, et après, il décide. C'est comme le président dit, je vous ai tous écoutés, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je décide que c'est ça. Mais au moins, il aura écouté toutes les parties et il aura pris les avis nécessaires. Donc, vous voyez ce modèle, au moins, il consulte les parties qui sont impactées avant de décider. Okay? Alors que dans le modèle commande, soit le chef décide ou le chef simplement suit avis de ses conseillers et décide. Voilà. Donc, mais pour nous, dans cet écosystème autour d'Internet, nous sommes censés fonctionner dans ce qu'on appelle l'approche multi-stakeholder, bottom-up,
avec rough consensus. Donc, ça nous amène d'abord à dire, c'est quoi multi-stakeholder? Il faut qu'on comprenne. Et je pense que il faut qu'on comprenne ça. Alors, l'idée derrière multi-stakeholder, c'est de faire participer tout le monde à la discussion. Mais nous devions normalement répondre aux questions qui sont là. Qu'est-ce qui définit un stakeholder? Par exemple, si nous nous réunissons ici pour parler du point Africa, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de nom de domaine point Africa est un stakeholder? Est-ce qu'il est autorisé à parler, par exemple? Et s'il est autorisé à parler, est-ce qu'il est autorisé à participer à la décision? Parce que je peux parler, mais sans participer à la décision, par exemple. Si on parle des points d'échange, quelqu'un qui n'est pas membre d'un point d'échange, qui n'a pas un réseau, est-ce qu'il est un stakeholder? Il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut qu'on réponde à ça si nous voulons parler de multi-stakeholder. Alors, et qui représente un stakeholder? Donc, normalement, c'est autant de questions que nous devons, normalement, disons, avoir à l'esprit quand nous parlons de l'approche multi-stakeholder. C'est important et je pense qu'une partie de nos problèmes viennent de là. Parce que si nous parlons de l'ingénierie sur comment on fabrique des voitures et qu'on veut laisser des utilisateurs, des gens qui achètent, qui conduisent des voitures, prendre la décision, parfois, on peut les écouter pour voir leur expérience, leurs besoins, mais est-ce qu'on doit leur laisser la décision? Non. C'est pas. Donc, il faut qu'on définisse c'est quoi un stakeholder dans ce système. C'est vrai que quand nous parlons d'Internet, la nature d'Internet, un utilisateur lambda, nous le considérons aussi comme un stakeholder parce qu'il est à la source du réseau, c'est lui qui injecte le trafic, c'est lui qui met le contenu, etc., etc. Mais jusqu'où il est un stakeholder et qu'est-ce qu'il peut faire au moment de prendre les décisions. Donc, si nous n'arrivons pas à régler ces problèmes, je pense que ça aussi, ça joue. Au niveau d'Afrinic, pour être spécifique, le Policy Development Process d'Afrinic est ouvert à tout le monde parce que les ressources, comme nous le disons, appartiennent à la communauté. Il y a les membres d'Afrinic. Mais nous, communauté, nous discutons policy, nous prenons des décisions qui affectent les membres. C'est le problème. Donc, imaginez, on se retrouve ici dans le Policy Development Process, quelqu'un qui ne connaît pas le réseau, il vient dire non, il faut couper les adresses comme ceci, comme cela. Il n'a pas de réseau, il n'est pas membre d'Afrinic et il veut décider de comment on doit allouer les ressources. Alors, si celui-là ne comprend pas les limites de sa participation, de son raisonnement, ça nous amène dans le chaos. Dans le chaos. Et l'autre chose aussi, c'est que les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas aussi, etc. Donc, la notion de stakeholder est un élément très, très important qu'il faut définir une fois pour de bon, où à chaque discussion, à chaque décision, on doit savoir. Et je pense que c'est pour ça que quand on demande aux gens d'aller au micro, généralement on dit aux gens au micro, name, affiliation. At least to know who you are and how do you belong to what we are talking about here, par exemple. C'est important. Donc, après ça, rough consensus. Dans cette communauté, nous avons hérité de la notion de rough consensus, donc qui n'est pas une consensus complète, comme je le montre là-bas. OK, parce que si nous voulons que tout le monde soit d'accord, il peut arriver qu'on soit bloqué. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de réaliser le consensus qui soit acceptable pour tout le monde.
Ça aussi, c'est un challenge. On peut être en désaccord tout le temps et parfois, toutes les parties ont raison. Mais on doit progresser. Toutes les parties ont raison. Donc, dans cette communauté, un des éléments que nous avons vus, c'est consensus, rough consensus. Est-ce que si une seule personne n'est pas d'accord, est-ce qu'il peut bloquer le système? Est-ce que le consensus veut dire majorité, une majorité en faveur? Est-ce que le consensus veut dire que ceux qui sont contre sont moins nombreux que ceux qui sont d'accord? Alors, donc, le rough consensus tel qu'il est défini dans le RFC 72-82 dit il faut résoudre disons, les points bloquants. On va prendre les points bloquants, les objections, et on les discute. On voit les pros et on voit les cons. Et à un moment donné, il faut qu'on se dise, ce problème, OK, ne nous bloque pas. Est-ce qu'on peut avancer? Et c'est ce que nous disons souvent, can you live with this? I'm not very happy, but I can live with it. Parfois, c'est ce qu'il faut. Quand le problème n'est pas bloquant, est-ce qu'on peut avancer, etc., etc. Mais parfois, nous avons de sérieux problèmes là-bas. Et je mets aussi, j'associe à ça notre culture à l'africaine. Notre culture à l'africaine, c'est que if I disagree with madame, he can take this against me for life. For life, she will hate me for life, for example. It seems to be part of our, but sometimes we have to disagree, okay? We have to agree to disagree, okay? But we remain friends. And we need to compromise. Mais je sais que le rough consensus, en fait, c'est une notion parfois, c'est une notion qui paraît un peu abstraite, mais qui ne marche que quand vous êtes vraiment dans l'opérationnel. Donc, et ce que les gens ne comprennent pas, on se retrouve dans cette salle, on est 100 personnes, 90 personnes disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais 10 personnes sont d'accord et le tiers dit on a consensus. Les gens commencent à dire oh, this guy is corrupted, he's corrupted. Non, le nombre ne compte pas. Est-ce qu'on a discuté des objections? Est-ce qu'on a essayé de les résoudre? C'est ça. Donc, nous avons à aller à l'école du rough consensus, ce qui n'est pas évident. Alors, pour l'Afrique, alors, pour moi, je pense que, comme je viens de dire, nous avons beaucoup de challenges en Afrique qui font que l'Afrique, dans ce multi-stakeholder, bottom-up et rough consensus, difficile. Il y a des problèmes de compétences. Il y a des problèmes de compétences. Parfois, les compétences ne sont même pas valorisées. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, qui représente un stakeholder? Peut-être que les personnes les plus habilitées ne sont pas ici. Ils sont laissés au bureau. C'est peut-être que ce sont les amis des patrons qu'on a fait voyager pour venir ici. Qui sont ceux qui? Les compétences ne sont pas toujours là où il faut, même si on en a. On a ce problème. Donc, et aussi, ne plus respecter le mérite. Et ça aussi, c'est un problème. Donc, ça fait que, et l'autre élément aussi, c'est notre diversité culturelle et linguistique. Il y a des gens, de par leur culture, qui n'aiment pas la confrontation. Même s'il a raison et que tu dis qu'il n'a pas raison, il va se taire. Mais il y a d'autres qui vont revenir, insister, se battre pour se faire entendre. D'autres, non. Il a dit ce qu'il veut, c'est fini. Il y a d'autres qui ont même du mal
à challenger l'aîné. C'est dans notre culture. L'aîné, c'est l'aîné. So, for example, we don't say that the elders are lying. On dit que l'aîné a fait économie de vérité. So, there is a diplomatic language. Yeah. So, qu'il faut utiliser dans ce système. Donc, vous voyez, donc, dans tout ce mélange, multi-stakeholder, bottom-up, rough consensus, pas évident. Alors, qu'est-ce que je propose? Je propose que nous essayions de revoir un peu la situation et de comprendre que le bottom-up avec le rough consensus par défaut ne va pas vraiment marcher. Et je me demande, est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille vers un multi-layer consensual bottom-up? Alors, ce qui veut dire qu'on ne discute pas tout directement vers la base. On a plusieurs niveaux. On fait une première discussion avec tout le monde. Après, on va à un deuxième niveau où les personnes concernées discutent. Et peut-être après ça, on a un autre niveau. Au lieu de laisser la discussion se faire, okay, est-ce qu'il ne faut pas faire un système de niveaux? La première discussion, on discute tout le monde, même au marché, au champ, partout. Mais après, on a un niveau où maintenant, soit c'est l'expertise, soit ce sont les gens qui sont concernés qui discutent après. OK. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas penser à une approche de bottom-up, mais consultative, savoir que la base n'a pas l'expertise nécessaire. Donc, de mettre en place des panels en haut qui construisent la base et qui décident. Peut-être. Et je voudrais finir en disant que je propose un autre well. Pour ceux qui vont à l'UETF, pour chaque réunion, on a un autre well. Quand la session veut commencer, on projette le note well. Et on dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous partez. Si vous êtes d'accord, vous acceptez, vous restez. Donc, je propose qu'on ait un autre well, OK, que tout le monde qui vient dans nos réunions puisse à chaque fois accepter. Si vous n'acceptez pas, vous ne participez pas. Donc, je propose un certain nombre de points, comme je dis, je ne vais pas les lire tous, mais je dis, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le problem statement. Si nous ne sommes pas d'accord que nous avons un problème, il ne faut pas qu'on cherche des solutions. OK? Et il faut aussi qu'on sache que les discussions doivent aller vers la fin. On n'est pas là pour discuter à l'infini. Il faut regarder le mérite. Si on parle des problèmes juridiques, si les grands avocats, les grands juristes parlent, nous, on n'est pas juristes. On peut peut-être poser des questions. On doit accepter qu'il y a des gens qui connaissent plus que nous, peut-être leur poser des questions, mais pas les challenger, ce n'est pas notre business. Donc, il faut qu'on accepte le mérite dans ça. Il faut, comme je dis, appliquer ce qu'on appelle le case-based problem solving. Ce qui a marché par le passé, pourquoi ne pas l'utiliser? Ce qui n'a pas marché, le mettre de côté. Et aussi, le dernier, j'aime bien le dernier, remember to apply wisdom when conflict arose. Maybe when you have conflict, this is where you go to the bar to drink beer, drink whiskey. Mark, when you have conflict, when we disagree in a protocol, the best time is when we go to bar. C'est ce qui se passe. À l'UETF, quand les gens discutent, ils ne sont pas d'accord, ils vont, pendant le pause, ils se retrouvent au bar pour discuter et ils essaient de concilier les points. Donc, il faut qu'on arrive à... Les conflits vont arriver. Okay? Il faut qu'on trouve les moyens de les régler. Donc, je propose ce note well. Peut-être que ça, c'est un draft. On peut discuter et l'améliorer. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'on ne fait plus de sessions sans que les gens ne voient le note well. C'est un peu comme les Zoom meetings. Zoom dit, this section is being recorded. Accept or leave. So, ça va être la même chose.
Vous participez à la discussion si vous êtes d'accord avec les règles. Si vous n'êtes pas d'accord avec les règles, vous partez. Donc, c'est ce que j'ai mis ensemble. Et comme j'ai dit, je veux bien que nous discutions de cela. Je ne suis pas là pour répondre, pour dire ce que je pense, mais j'ai posé un peu les problématiques. So the floor is yours. Please come and express yourself. Thank you. Thank you. Let's give another round of applause because what you put there is the pillar, the foundation of this community. Good. Now, questions. Not question per se. Okay. I want discussions. I'm not here to solve the problem, man. So I've come to help you solve your problem. Okay, let's solve the problem. Yeah. I want people, go to the mic. Paul, Mark, go to the mic. Silvio, I need you. So, Prof, if nobody comes, Yeah. I'll close the session and we all go home. Oh, go to mic. The MX? How do we fix the MX? Yes. My name is Go to the mic. Shakeen Shabir. I'm a member of parliament and a member of the communication committee in Kenya. What I've been hearing is concerning, very concerning, not only to Africa, but I think it's going to be very concerning to my country in the fact that our communication industry is way behind in the issue of regulation and is the issue of control. The issue of the IP and what I've been hearing here has astounded me. The amounts of money, the so-called history of corruption, what's happening in Mauritius, and the approaches that we've heard, and from my dear friend from Kenya as well. We want to look into it in great detail to see whether we can put together an understanding, at least from our point of view. Because for somebody like me, I never understood the aspect and the great amount of what we might call wealth that is being mined and stolen away from Africa, is mined. Now, whether it's an IP address, whatever it is, who controls it, how it is controlled, is a national matter. And of course, an African matter. And I think now, having sat through, we're beginning to understand as legislators, and we are about 6 of us here from Kenya, and we have talked here, and we want to look into this thing. And I can assure you of one thing, on behalf of my committee who are here and my members who are with us, we are going to take a very deep look into Afrinic and aspects there too, without making any comments at this moment in time. But I think that is the way forward, isn't it? Let us do our bit. You give us the information that is necessary, and let us start one step at a time. Let's go for the low-hanging fruit. Let's find out what has happened, why it's happened, who's the corrupt, who's Eddie, who's the other gentleman who took 4.1 million IP addresses. I think this is all something that we need to get a grip on. But let's start small. And we thank you for sharing this information with us. And we look forward to working with you, not only from the point of view of the legislature of Kenya, but we can probably be looking at extending it to our other countries. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Who's next?
Yeah, I just want you to help me a little bit. I know you guys talk about rough consensus, but you also talk about running code. Is running code what you are referring to as merit here? I mean, I want to see if I can relate the detailed technical, running code discussions with the coordination and how we make decisions around, let's say options which may be conflicting. Is that the merit issue you raised? Yes, old man, allow me to address your point later. I want to talk to the young generation first. Yeah. Hi, it's Paul Wilson from APNIC. I guess I have a question that is not so much related to top down or bottom up, but to leadership. And what is it that the community here, and it's a genuine question for everyone here, what is it the community expects from leaders who are elected to perform some kind of a leadership role or task? I mean, it's a general question, but I guess the devil's in the detail. So, when you do elect a leader to a position like the board of directors, the position they're being elected to should be clear. There should be a clear mandate and a clear understanding that by electing this particular person into that role, they will have the ability, the mandate to perform some task. They'll be authorized to do that. They may also be elected on the basis of their own election platform, the promises that they make that, if you elect me, I'll do certain things. But I think it's really very circular and self-destructive to have leaders elected who are then torn down after the election for exercising their leadership. And I find I'm not really accusing anyone here of that behavior, but it does tend to be a behavior of the bottom-up process that even after an election has produced a leadership group, it still seems to be quite okay for people to stand up in the community and tear down those leaders really for doing what they have been elected to do. And that's undermining of a democratic process, and it causes the wheels of the organization to spin, because inevitably when that happens, there is some delay or some cost to the organization, and particularly if it's allowed to continue. So I've often seen, and I've been in this community, in the international RR community for many, many years, but I've often seen leaders being torn down for their sincere and unsurprising efforts to get things done, for daring to actually lead, for daring to do something that was not exactly expected or requested, but still within their mandate. And you have this sort of again, I'm not talking about this community, but you have this tendency for a rabble to develop, which really does cripple the organization. And unfortunately, it doesn't. The counter voices don't happen often enough to sort of really defend the leaders in the leadership that they're trying to exercise. But I do think it's an important question about whether leadership is something that the community is really seeking and really giving a mandate which is clear enough to a group of people to actually lead the organization. And there do need to be checks and balances. If the leadership goes crazy, then of course something needs to be done. If the leadership disappoints, then there's another election coming up soon enough. But I just find that particularly, and I'm talking about this community, that particularly over quite a number of years of very contentious board elections and competition for board elections and competition from individuals, that there seems to be quite a grey perception of what leaders are really being asked to do and authorized to do. But I do suggest it's really important to get back to a clearer mandate for the leadership of, I'm talking about AFRINIC here, of course, not just AF Star, but I do, respectfully suggest it's really important to get clarity on what leaders are really being elected to do. And then once they're elected, to respect that democratic process and allow them to get ahead and do it. You do need to have people who are equipped to do that. And that's always a challenge in a small community. But it's a challenge that this community is going to have to face
sooner or later, and now probably within the next 6 months, to find the leaders, the candidates for leaders who can lead, but they also need to be given the sense that they'll be able to lead once they're elected, and not to have their lives turned into hell by mixed messages and what can even be personal abuse and attacks and so forth. They're just some thoughts, but I do think leadership is sort of something that needs to be thought about and sort of faced as a natural thing, as whether it's bottom up or top down. There seems to be a need for leaders to be able to operate and to do that effectively. Thanks. Thank you very much, Paul. Oh, I did my things in French, expecting that the French people will follow me, but so next time I'll do Portuguese. Okay, so maybe we should wrap up. But then before I'll respond to the old man. Yes, old man. Okay, at ITF, say rough consensus and running code. So the running code is to show if we have something, okay, running for the protocol, we can showcase, and then it helps the decisions. Okay, so the same thing should apply here, but because we are not developing tools protocol here, so it is the merit. And the second one, what I said, use what has worked before. So, I still need one more. Okay, so we should wrap up. Yeah, I think Paul said it all. And I think what Paul Wilson from Epinic, because we have so many Paul from Epinic said it very well. And I think Paul, it's maybe we need to have a separate section on this, because as you said, we need a way to appoint leaders. We need to make sure that the leaders knows the rules, and we need to have a check and balance. Because if it happens, we elect people who don't even know rough consensus, who doesn't know MS, who doesn't know the bylaw, for example. So the way, how do we select the leaders? I think you had a very good point here. Maybe before people apply, they should show that okay, anyway, some kind of knowledge of the system, the responsibility, the roles, etc., etc. I think it has to be part of it. We can't just appoint people just based on their willingness to do things, but we have to look at kind of background and knowledge and expertise and reputations, I think so. So if there is, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Okay, thank you very much, Mr. Alain Aina. I will speak in French again. Donc, merci beaucoup pour votre brillante présentation. Je pense que le PowerPoint qui a été présenté ici, c'est un document qu'il a appelé draft. Mais c'était un très bon document, un support sur lequel moi je proposerais que une équipe se mette en place pour vraiment voir comment est-ce que ce document peut être exploité et faire en sorte que les différentes étapes qui sont définies à l'intérieur du document soient en fait des étapes qui vont être appliquées lorsque des institutions ou des structures doivent être mises en place ou lorsqu'il y a des décisions qui doivent être prises. Je pense que dans ce document, la démarche est très claire. Elle est démocratique, elle n'exclut personne, elle est académique, scientifique et technique. Donc tous les éléments sont réunis pour que ce document soit vraiment un document qui soit très bien travaillé et mis à la disposition de la communauté afin que ce que les différentes communautés, les organismes vivent aujourd'hui, que ça n'arrive plus jamais ou qu'on puisse en fait anticiper certaines choses. Je pense que si aujourd'hui il y a des difficultés, c'est qu'il y a certains points qui n'avaient pas été anticipés. Alors, peut-être que c'est de voir également avec l'expérience des uns et des autres et les associer souvent aux discussions pour que vraiment les différentes communautés, les institutions qui sont en place puissent être des institutions fortes et durables dans le temps. Je vous remercie.
Merci, Koné. Je pense que Marcos, on va. Merci tout le monde. Je pense que nous continuons la discussion pendant la pause et puis pendant le reste de la semaine. Merci. Thank you very much. Let's give him a resounding applause. Well, we are supposed to come back from the break at 4 o'clock. Meanwhile, when you look at your time, your clock, you are beyond 4 o'clock. So I'll plead with you. Let's go. Let's give ourselves 10 minutes, grab something and come back. So let's come back at 4:20. Thank you. After this, after the break, we are going to discuss the